y a des personnes qui rêvent d'être riches avec des enfants, une belle voiture. Et il y en a d'autres qui aimeraient juste essayer d'aller à la toilette le matin facilement. Et en bonus, éviter de finir la journée méga ballonnée. Sans gluten, sans lactose, les probiotiques, les FODMAP. Bien manger, bien boire, manger plus de légumes, faire de l'exercice, prendre du psy. Franchement, je vous comprends. Ça paraît super difficile et frustrant, alors que ça l'est pas forcément. Je suis diététicienne spécialisée dans l'intestin irritable et le protocole FODMAP. J'ai aidé des milliers de patientes à s'en sortir ces dernières années. Aujourd'hui, on parle de l'intestin irritable et des FODMAP. Mais pas des FODMAP en mode la liste du gastro ou celle que tu trouves sur internet. Ça, c'est non! Vous l'aurez compris, ça fait un moment que j'entends tout et n'importe quoi sur les FODMAP, alors aujourd'hui, on va remettre les choses au clair. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 4 points importants. Comment savoir si vous avez un intestin irritable, ce que sont les FODMAP, le détail de la mise en place du protocole FODMAP et l'adaptation de son alimentation après. La première chose avant même de démarrer, c'est de savoir si on a vraiment un intestin irritable, puisque le protocole il est vraiment adapté à cette pathologie. On a un vrai diagnostic qu'on appelle de ROM4, qui est généralement émis par un médecin généraliste ou un gastro-entérologue, et il y a plusieurs critères qui sont importants à cocher pour être sûr qu'on a bien un SI. Le premier, ça va être la présence de douleurs et associé à un trouble du transit, donc soit de la constipation, diarrhée et une alternance des deux. Le deuxième critère, ça va être la durée des symptômes. Si ça fait entre 3 et 6 mois que vous avez des gènes au moins une fois par semaine, ça inclut gaz, ballonnement, inconfort, gêne et gonflement. On coche et on valide le critère 2. Troisième critère, ça va être l'exclusion d'autres maladies qui pourraient ne pas être associées à un SI. Si, imaginons, vous avez de la fièvre, des vomissements, du sang dans les selles de manière fréquente et une perte de poids qui est inexpliquée, ces critères-là, ils sont pas pris en compte dans le diagnostic du SI. Donc là, le médecin, il peut décider s'il va te faire des examens complémentaires type colo, fibro, scanner, IRM, échographie, bref, tous les examens possibles et imaginables. Si rien ne ressort de ces examens-là, on va valider le troisième critère. C'est là où on va vous dire « Vous n'avez rien, madame. » Ça va là ? Évidemment, si vous me connaissez, vous savez à quel point ça m'énerve quand on vous dit ça, parce que je comprends la frustration. En vrai, c'est pas que vous n'avez rien, c'est que vous n'avez rien de grave sur le long terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas développer des séquelles digestives si vous avez un intestin irritable. Par contre, évidemment que vos symptômes, ils sont réels et qu'il y a une cause à ces problèmes-là. Donc quand on vous dit que vous n'avez rien, c'est un peu comme si on vous disait que vous aviez l'intestin irritable. Une fois qu'on a été diagnostiqué et qu'on nous a bien répété qu'on n'avait rien, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr qu'on se lance dans le protocole FODMAP. Attention, je dis pas que le protocole FODMAP c'est la solution à tout et pour tous. La colopathie ça reste multifactoriel. Et c'est bien pour ça qu'on est sur Poopcast et qu'on vous propose plein de sujets différents. Mais je tiens quand même à donner quelques chiffres sur l'efficacité du protocole. Il faut savoir que si on a donc un bon diagnostic comme on l'a vu, on a plus de 80% de chances de bien réagir au protocole. On va le voir en détail après comment on le met en place. C'est énorme, sachant qu'on n'a pas besoin de prendre des médicaments, des compléments, de faire des protocoles farfelus où on vous fait manger 3 feuilles de salade et 3 glaçons. Donc voilà, ça c'est quand même important. Deuxième chose, dans les 20% de personnes qui réagissent un peu moins bien au protocole, on a quand même environ 10 à 40% d'amélioration. Ça veut dire qu'avec ces personnes-là, on ne peut pas forcément passer en phase de réintroduction, mais on a déjà amélioré la qualité de vie de 10 à 40%, ce qui me paraît quand même énorme. Parce qu'à côté de ça, on peut mettre en place plein de thérapies alternatives qui permettent d'aller gratter un petit peu les autres pourcents. La troisième chose importante, c'est qu'avec la mise en place du protocole, vous êtes censé voir des changements dans les 2-3 premières semaines. La stabilité, elle est optimale en 4 à 8 semaines, mais on est censé voir des changements dans les 2 premières semaines. Et là, vous vous dites, mais c'est pas un peu trop beau pour être vrai? Eh ben non. C'est très beau et c'est très vrai. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plusieurs années maintenant que je me suis lancée, j'ai eu des milliers de retours. Et pour être totalement honnête avec vous, quand j'ai commencé à prendre en charge mes premières patientes et que j'ai vu les premiers résultats, même moi j'y croyais pas. Tout ça pour vous dire que si vous avez un bon diagnostic, il n'y a aucune raison de ne pas essayer le protocole FODMAP. Parce que ça peut clairement vous changer la vie. Et d'ailleurs, vous avez le témoignage de Virginie qu'on va vous mettre en lien cliquable si vous voulez le regarder, qui est clairement passée par un enfer quotidien à passer des semaines complètement à zéro symptôme. Bref, maintenant qu'on sait que ça peut autant faire la différence, on a envie de savoir ce que sont les FODMAP. Déjà, il faut comprendre que dans l'alimentation, on a 3 grands groupes alimentaires, les protéines, les lipides et les glucides. Pour éviter que la vidéo dure 1 heure, on va pas vous expliquer la physiopathologie de pourquoi les FODMAP génèrent des symptômes. Les FODMAP, c'est une catégorie qui fait partie des glucides. Disons que c'est une sous-famille des glucides. On a 6 catégories de FODMAP qui existent. Vous n'avez pas forcément besoin de retenir leur nom, et clairement on en retrouve partout. Dans les fruits, les légumes, les céréales, les oléagineux, les laitages, les boissons, les sucreries, les gâteaux. S'il y en a partout, on va devoir tout supprimer. Eh ben non. Lors de la phase 1 du protocole, ce qu'on fait, c'est qu'on va réduire la charge en FODMAP des 6 catégories. On va pas les supprimer et c'est là où la plupart du temps, les personnes qui sont pas formées spécifiquement à la mise en place du protocole ou des gastros qui vont vous donner les listes imprimées sur internet ne comprennent pas, c'est qu'on supprime pas tout, mais on réduit la charge en FODMAP. Et là, j'ai mis un petit graphique qui est assez intéressant parce que vous voyez que
on a exactement les mêmes aliments, mais tout simplement dans des volumes qui peuvent être différents. C'est juste pour vous imaginer, parce qu'on mange pas moins de calories, mais c'est juste qu'on adapte certaines quantités des aliments pour être sur des seuils que tout le monde est capable de tolérer. Cette réduction de la charge en FODMAP, elle est très spécifique. On a plus de 500 aliments avec des quantités pour chacun. On fait attention de ne pas intégrer différents aliments entre eux qui contiendraient les mêmes catégories. Ça, c'est les combinaisons. Mais on va pas rentrer dans le détail de la mise en place. Ça, je vous conseille de le faire avec votre diète spécialisée pour vous accompagner et que vous soyez sûr de faire les choses correctement. Si vous avez un doute, si vous avez un intestin irritable ou que vous vous êtes jamais lancé de manière accompagnée dans la mise en place du protocole et que vous voulez faire les choses bien de A à Z, vous pouvez remplir le petit quiz en description et vous allez avoir toutes les informations pour démarrer le protocole de manière suivie. D'ailleurs, un petit conseil rapido, ce qui peut vous faire gagner des semaines. Si vous consultez quelqu'un et qu'on vous donne une liste sans aucune notion de quantité précise et d'association, c'est red flag. Si on vous dit d'arrêter le gluten et le lactose, c'est red flag aussi. Si on vous dit que c'est un régime qui va maintenir à vie, c'est red flag. Et si évidemment on vous dit de supprimer totalement des aliments, red flag. C'est une phase qui dure environ 4 à 8 semaines, ça va dépendre de la vitesse à laquelle on réagit et ça on peut pas trop le prévoir. Il y a des personnes qui réagissent assez vite, d'autres pour qui ça met un petit peu plus de temps. Et ça dépend aussi du travail qu'on a à faire à côté parce qu'en dehors des FODMAP, on a pas mal de choses à voir généralement. Évidemment, le but de réduire tous ces FODMAP là, c'est d'avoir une stabilité au niveau des symptômes pour pouvoir ensuite passer à la phase 2 qui est la phase de réintroduction qui va permettre de régénérer des symptômes en faisant des tests. Je vous explique. Généralement, quand on a un intestin irritable, on a une sensibilité à 1, 2 ou 3 catégories. Plus, ça peut arriver, mais franchement, c'est quand même assez rare. Dans là, les 2 ou les 3 catégories qui posent problème, je peux quand même être capable de tolérer certaines quantités de ces aliments-là. Première erreur, évidemment, que je vois très souvent, c'est tester des réintroductions au feeling. Moi, j'ai des filles qui étaient venues me voir en suivi et qui m'ont dit que on leur avait recommandé de tester les aliments les uns après les autres et voir tout simplement si ça passe ou pas. Une phase de réintroduction, on ne teste pas les aliments les uns après les autres. On teste les catégories de FODMAP et on utilise des aliments de référence pour identifier ce à quoi on est intolérant. Je vous explique. Exemple très concret. Dans les intolérances, on peut avoir 3 seuils de tolérance possibles. Un seuil de tolérance faible, donc on tolère vraiment pas bien. Un seuil de tolérance moyen, on n'a ni une tolérance totale ni une intolérance totale. Et la tolérance totale, on tolère en grande quantité, on n'a pas besoin de limiter, etc. Donc, pour imager et vous donner un exemple concret et assez facile, puisque le lactose c'est un des 6 FODMAP, et c'est un des plus connus d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des pros de santé vont recommander l'éviction du lactose. C'est pas forcément la catégorie qui revient le plus, on n'a pas besoin de la supprimer totalement, on peut intégrer du fromage, on peut intégrer des yaourts en petite quantité, on n'a pas besoin de faire d'éviction totale. Encore une fois, ça fait 3 fois que je le répète, mais c'est vraiment important de comprendre ça parce que moi je vois des patients tous les jours en suivi qui viennent et qui ont supprimé une liste longue comme le bras. Bref, on revient au lactose. Donc comme je vous ai dit, on a plusieurs doses, faibles, moyennes et importantes, et on va tester 3 quantités différentes sur les 3 jours de réintroduction. Ces quantités, encore une fois, elles sont très précises, elles correspondent à des concentrations en lactose qui sont précises, ce qui veut dire que si, imaginons, j'ai testé la dose 1, c'est bien passé, c'est validé. J'ai testé la dose 2, c'est validé. J'ai testé la dose 3, elle n'est pas passée. Conclusion, j'ai un seuil de tolérance moyen au lactose. J'ai donc un degré 2 de sensibilité au lactose. Je ne suis pas intolérante au lait, je suis intolérante au lactose degré 2. C'est-à-dire que pour tous les aliments qui vont contenir du lactose, je vais avoir des nouvelles quantités dans mon alimentation pour savoir exactement combien je vais pouvoir en manger jusqu'à ce que je dépasse mes seuils et que je commence à avoir les symptômes que j'ai identifiés en réintroduction. C'est un peu technique, mais une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à revenir en arrière et re-regarder cette partie-là pour bien comprendre. Et ensuite, on va faire ça pour les catégories, les unes après les autres. Après la phase 2, on passe à la phase 3, la phase d'adaptation. Parmi ces 6, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a au moins 3 à 4 qu'on va très bien tolérer, donc on n'aura plus du tout de notion de quantité dans son alimentation par la suite. Et sur là, les 2 ou les 3 catégories où on aura identifié ces seuils de tolérance, eh bien on va devoir adapter son alimentation par rapport à tous les aliments qu'on retrouve dans ces catégories-là. Tout simplement pour retrouver un confort au quotidien, pouvoir anticiper ses journées, anticiper ses symptômes, ne plus se poser la question de comment ça va se passer quand on se lève le matin, ne plus être stressé, savoir exactement ce qu'on peut manger ou pas pour être stable au niveau des symptômes. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut volontairement décider d'intégrer ce qui pose problème, mais au moins on sait à quoi s'attendre et c'est plus une surprise et ça change la vie quand même. Je voulais quand même préciser que même si ça paraît très technique et très précis, on garde quand même beaucoup de flexibilité pendant le protocole. On n'a pas forcément besoin d'être à 100% pour voir des améliorations. Moi j'ai des patientes qui ont mis en place à 60-70% et pour qui ça a suffi pour pouvoir faire les tests, et il y a des personnes qui ont des plus grandes sensibilités où on a besoin de pousser un petit peu plus le protocole pour que ce soit vraiment efficace. Donc pendant les 3 à 4 mois de protocole, il y aura forcément des sorties
sorties, des invitations, des moments où on n'aura pas envie de faire attention et de tout calculer, et ça fait partie du process. Donc si c'est une raison pour laquelle vous avez peur de vous lancer dans le protocole, vraiment ça devrait pas l'être parce qu'on garde quand même beaucoup de flexibilité. Donc si on fait un petit recap final sur toute cette vidéo, première chose, être sûr qu'on est bien assis, avec le bon diagnostic, comprendre ce que sont les FODMAP, la mise en place du protocole et l'adaptation sur le long terme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en description. La semaine prochaine, on reçoit une nouvelle invitée, interview dans le podcast d'ailleurs, et c'est pas n'importe qui, je peux vous le dire ça. Je vous donne un petit indice, c'est une grande spécialiste du poup. Si vous voulez rien rater dans les prochains épisodes, vous pouvez activer la petite cloche. Vous pouvez aussi vous abonner, ça nous aidera à diffuser de l'information sur l'intestin irritable, qui est l'objectif qu'on s'est fixé quand même cette année avec Poopcast. On peut changer les choses, mais ce sera uniquement grâce à vous. À la semaine prochaine. Ciao ciao.